Et si je vous disais que le surf était une drogue bien plus addictive que la cocaïne? Voilà, il y a une addiction parce que le plaisir est tellement bon qu'on va aller toujours rechercher ce plaisir et on va toujours essayer de le remonter. Et effectivement, il y a un côté addictif. On est toutes et tous addicts aux sensations fortes. Alors on paye des fortunes pour dévaler des montagnes le plus vite possible sur des skis ou aller hurler dans des montagnes russes. Mais tout ça, c'est rien à côté du surf. Quand j'ai eu ma première vague, c'était exceptionnel. Hawaï, Nazaré, les cheveux au vent, la van life et surtout les énormes tubes. Ça, c'est les images qui nous viennent tout de suite en tête quand on pense au surf. Mais la réalité qui se cache derrière, elle est un petit peu différente. Il y a un côté dangereux. La rivalité entre les surfeurs, la peur de tomber, les blessures, l'envie de faire sa place et de prouver que t'es capable, quitte à se mettre en danger de mort. Psychologiquement, j'ai cru que j'allais mourir ou que j'allais être handicapée à vie. Littéralement. Mais pourquoi ça va aussi loin? I don't even know, dude. I was blacked out. Oh my god, dude. Est-ce que les surfeurs ont tout compris à la vie? Ou est-ce que c'est juste des addicts prêts à tout pour avoir leur dose? Pour en avoir le cœur net, j'y ai goûté et aujourd'hui, je vais tout vous raconter. De toute façon, le problème du surf, visuellement parlant, ça paraît très facile de se dire bon ok, je vais ramer un peu, je vais me mettre debout. Bon, avec de l'expérience, ok, je comprends, je peux aller par là. Tiens, la vague se referme. Et si de prime abord, on pourrait croire que ça a l'air facile de surfer une vague, en fait, non. En fait, le sujet, c'est pas juste de se lever sur la planche, c'est de réussir à comprendre l'océan. Et tant que t'as pas compris, il te met des grandes tartes. Il faut analyser la marée, les courants, savoir où se positionner, savoir si le vent vient de la terre ou s'il vient de la mer. Et tout ça, c'est le genre de trucs qui s'apprennent pas en une semaine. Pour comprendre tout ça, faut être un vieux briscard. Mais toutes ces galères, ça vaut le coup, parce que quand tu vas prendre ta première vague, tu vas kiffer. C'est la fameuse endorphine, on a une libération de plaisir. Je suis sur l'eau, je glisse, d'où on dira des surf addicts. Le fameux, des fois on nous entend parler, le rush. Mais je préfère te prévenir, si tu prends ta première vague, tu vas prendre la confiance. Et t'inquiète pas que Mère Nature va très vite te rappeler à l'ordre. Hein. Qu'on est dans l'euphorie, cet effet grisant. Oui, à un moment donné, l'océan va nous dire nos limites. On peut se faire peur. Et c'est là que par contre on va revenir un petit peu en arrière et dire bon ok, l'activité fera qu'à un moment donné ça nous fera connaître notre limite. Et si aujourd'hui le surf est une activité très cool qui est au top de la hype, ça n'a pas toujours été le cas. En fait au départ, le surf a même failli mourir. C'est très mercantile à l'heure actuelle parce que c'est très effet de mode. C'est devenu business vraiment dans les années 80. Bon, le surf ça a quand même 1500 ans, c'est ancestral. Ça vient pour partie Hawaï, l'île de Pâques, la Polynésie, c'est-à-dire qu'on appelle ça le triangle polynésien. Ces gens-là étaient des sociétés qui étaient basées sur les vagues, sur l'océan. Il y avait des vagues, on ne travaillait pas. Il n'y avait pas de vagues, on travaillait. C'était très tribal, donc il y avait un roi qui était élu par celui qui allait chercher la plus grosse vague. Là-dessus sont arrivés des James Cook, des explorateurs, qui ont découvert ça, qui eux étaient assez stupéfaits de voir des gens qui marchaient sur l'eau, parce qu'ils surfaient. Ouais. Donc c'était des années quand même, des années 1700, etc. Bon, pendant l'époque calviniste, très religieuse, etc. Donc ces populations-là, étant sous les tropiques, étaient peu vêtues. Et donc eux ont vu ça et ont dit non, c'est pas comme ça qu'on vit. Et donc ont failli faire disparaître cette culture. Et grâce à un écrivain qui est assez connu qui s'appelle Jack London, ces gens-là se sont baladés un jour à Hawaï. Ils étaient assez richissimes et ils ont vu cette culture, les derniers ancêtres qui surfaient encore. Eux ont été subjugués, vu que c'était des aristocrates, ont en fin de compte relaté cette activité. Et c'est devenu une tendance dans l'aristocratie, etc. Pour, juste par anecdote, Agatha Christie était une surfeuse à l'époque. Donc eux ont fait renaître le surf de ses cendres. Et le surf, ça nous fait rêver aujourd'hui. On n'a qu'une envie, c'est d'y être et de tester, voir ce que ça fait. Mais la réalité, c'est que ça, c'est loin d'être accessible à tout le monde. Le gros tube, c'est réservé à des élites. Voilà, parce qu'il y a un côté dangereux. T'as déjà pris, toi, un tube? Un tube, oui, j'ai déjà tubé. Alors, ça m'est arrivé, mais pas comme on peut imaginer, des gros tubes à Hawaï, etc., où là, c'est vraiment un autre registre, quoi. Il y a des préparations physiques derrière, et il y a un côté dangereux. C'est-à-dire qu'une vague qui tube, il n'y a pas d'eau, enfin, dessous. C'est-à-dire que si on surfe en plus un récif, la vague, quand elle tube, l'eau de la vague, on appelle ça de la lèvre, on projette. C'est-à-dire que là, c'est le pire puissance de la vague. C'est-à-dire que si on se fait manger, on a toutes les conséquences derrière, à savoir que dessous, voilà, on va rester un petit peu longtemps.
alors. Alors si on pourrait être tenté de se comparer, de se dire j'ai pas le niveau, moi je suis nul, je tombe. N'oublions pas que même les meilleurs surfeurs du monde ont commencé comme nous, à surfer ce qu'on appelle des mousses, c'est-à-dire la fin des vagues qui arrivent au bord de la plage. Tout le monde a été surfeur de mousse. C'est ce qu'il faut se dire. Le très bon, il est passé par un stade où il mettait un genou sur la planche, où il faisait couler la planche. Le plaisir se prend à son niveau. Même dans une mousse, on peut kiffer, quoi. Souvent, ce qu'on fait en première fois sur les premiers cours, rien que déjà de glisser et allonger, souvent les gens crient. Et ça, Ah ouais. ce fameux cri, c'est le rush. Si je devais être franc, quand j'ai rencontré Phil, je me suis dit, ce mec a l'air d'avoir la meilleure vie du monde. Surfer matin et soir, tous les jours, bosser qu'une partie de l'année, explorer le monde, aller surfer à Tahiti, au Costa Rica et dans les spots les plus magiques. Mais quel est le vrai prix caché derrière cette vie ? Et voilà, moi je suis quelqu'un de libre, j'aime la liberté. Maintenant, c'est beaucoup de sacrifices aussi. Pourquoi ? Parce que on est dépendant de l'océan. Voilà, c'est très égoïste le surf. On pense à soi et on pense aux autres après. Si je dois être très franc, le problème c'est qu'en France, on est quand même des zones tempérées, il faut que le vent soit bien, que la marée tombe bien, que la houle tombe bien. Des fois il y a the day, ce qu'on appelle. Voilà, un surfeur, vous avez prévu une super bouffe, machin, etc. 48 heures avant, pourtant c'est prévu depuis longtemps, c'est assez important. Tous réunis, on est capable de dire ah, c'est bon, je vais surfer, quoi. Voilà, ça c'est le problème. Moi j'ai dédié ma vie un peu au surf, quoi. Ma femme est dans le milieu du surf aussi. Je peux partager le plaisir et elle connaît aussi cette nécessité de jouer avec les éléments. Mais je pense que ça se retrouve un petit peu partout sur des moniteurs de ski, des parapentistes, tous les gens qui jouent avec la nature, on va dire. Le surf, c'est aussi cool qu'addictif. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Partir au lever du soleil avec sa planche, se retrouver complètement déconnecté dans l'océan, avec le bruit des vagues. Et surtout, être pleinement dans l'instant présent. Quand t'es sur ta planche, t'es pas en train de ressasser le passé ou d'angoisser à propos de l'avenir. Non, t'es juste là. Tu ressens les sensations, la chaleur du soleil, le remous de l'océan, la puissance des vagues qui t'emportent. Et dans un monde où on est de plus en plus sollicité et stressé, ça peut être une vraie bulle de déconnexion et de sensation. Mais ce que j'ai fini par comprendre avec Phil, c'est que tout ça, ça a aussi un prix. Et quand on sera dans l'océan, restons vigilants, parce que le plus gros danger, c'est peut-être bien nous-mêmes. Prendre une vague, c'est une drogue. Ça peut demander de faire des sacrifices et de devoir abandonner certaines relations pour pouvoir passer plus de temps dans l'océan. Alors si être surfeur, ça peut ressembler à la vie de rêve, n'oublions pas que ça a aussi un prix. Et que chaque session passée dans l'océan, c'est aussi un nom à un souvenir sur la terre ferme. Surfer, c'est vivre des sensations fortes pour le meilleur comme pour le pire. Alors est-ce que ce sera notre vie de rêve ou notre prison ? À nous de choisir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Suki. Dans chaque vidéo, je m'immerge avec quelqu'un qui a poursuivi son rêve pour voir à quoi ressemble vraiment sa vie, les côtés cool, mais aussi le prix. On a déjà exploré l'univers du triathlon, du stand-up avec Franjo, du dessin animé avec Les Philanthropes, du mentalisme avec le meilleur mentaliste d'Europe, Taha Mansour, et plein d'autres épisodes sont à venir, donc abonnez-vous pour ne pas les rater. C'était Suki. Ciao.